Punchline, 18h-19h, Olivier de Kerenfleck sur Europe 1. Et de retour sur le plateau de Punchline sur CNews et Europe 1. Bienvenue si vous nous rejoignez autour de ce plateau. Véronique Jacquier, Vincent Roy, Louis Dragnel, Nathan Dever. À 2 jours du premier tour des élections législatives, eh bien Jean-Luc Mélenchon a fait une nouvelle apparition remarquée. Interrogé chez nos confrères de M6 sur les slogans hostiles à la police lancés lors des manifestations contre le RN, il a invoqué le droit à l'humour. Écoutez. Dans les cortèges qui vous soutiennent, souvent on entend qu'un flic mort, c'est un vote pour le RN en moins. Non, ou que tout le monde déteste la police. Qu'est-ce que vous dites aux gens qui disent ça? Je ne dis pas que vous dites ça, je dis qu'est-ce que vous dites à ceux qui disent ça? C'est absurde, mais on a le droit de rigoler aussi, non? Pas sur la mort des gens. Non. Mais quand des gamins disent... C'est pas drôle. Non, mais bien sûr que c'est pas drôle. Voilà, on a le droit de rigoler, s'est-il exclamé, ce qui a choqué de nombreux Français, bien évidemment. Marine Le Pen, également sur le plateau de CNews et Europe 1, ce matin, a réagi. Écoutez. Qu'un responsable de ce niveau, qui envisage d'être Premier ministre de la France, puisse ainsi presque inciter ou couvrir les agressions qui sont commises à l'égard de nos forces de l'ordre, m'apparaît quelque chose de terriblement inquiétant. Un petit rappel peut-être pour les auditeurs d'Europe 1 et les téléspectateurs de CNews. En janvier 2022, Jean-Luc Mélenchon avait réagi à des slogans lancés, des slogans qui disaient « Tout le monde déteste la police », en jugeant qu'il y a beaucoup de monde qui déteste la police, il est temps de s'en rendre compte. Ça, c'était Jean-Luc Mélenchon, janvier 2022. Juin 2022, il publie un tweet, on s'en souvient tous, dans lequel il affirmait que la police tue. Et en 2023, Jean-Luc Mélenchon, qui avait accusé les forces de l'ordre de procéder à des interpellations arbitraires, injustifiées lors des manifestations contre la réforme des retraites. Il parlait de dérives inacceptables qui seraient, je le cite encore, dignes d'un pays autoritaire. Aujourd'hui, il persiste et signe. Finalement, à quoi joue Jean-Luc Mélenchon? À faire monter Vincent Roy. À faire monter Le Pen, enfin Bardella, à le faire monter, à le faire accéder au pouvoir, à espérer, à prier que pendant 3 ans, il se cache la figure et de se présenter comme un recours possible après 3 ans d'un gouvernement Bardella. Voilà. Donc une stratégie, tout est réellement pensé quand il invoque le droit à l'humour. Voilà, derrière il a Mélenchon est tout sauf un imbécile. C'est un calculateur, c'est un trotskiste, un hébertiste. Il sait très bien quelle partition il joue et sur le piano, il sait parfaitement poser les doigts pour que ça résonne à un moment ou à un autre. Nathan Dever. À quoi joue Jean-Luc Mélenchon, demandez-vous? Voilà, c'est la question. Un jeu qui est précisément lié à la décomposition de la démocratie dont je parlais tout à l'heure, qui est le jeu du 2 poids et 2 mesures. Jean-Luc Mélenchon, c'est l'homme qui veut sortir de la Ve République pour la déprésidentialiser, perspective que je trouve assez intéressante en soi, et qui est l'homme politique le plus autoritaire du mouvement, qui est le sien, tant et si bien qu'il a récemment organisé une purge pour écarter les personnes qui s'étaient un peu trop manifestées dans la critique en interne. Jean-Luc Mélenchon est celui, dans les rappels que vous avez faits, il y en a peut-être un qu'on pourrait aussi ajouter, quand il y a quelque temps, il avait été visé par de l'humour qui était pas drôle, qui était de l'humour qui s'en prenait à sa personne, de Papacito. Et qui, vous vous souvenez, qui frappait ou qui tirait sur une sorte de mannequin qui était habillé en militant LFI. Là, Jean-Luc Mélenchon trouvait pas ça drôle du tout. Il disait, on s'en prend à ma personne, c'est extrêmement dangereux, on nous met en danger, vous voyez bien que c'est un humour, que l'humour est dangereux, que l'humour peut tuer. Et alors, Jean-Luc Mélenchon, donc quand c'est ça, il le dit, et il avait sans doute raison de le dire sur Papacito, mais quand lui, il se permet de cautionner des phrases disant un policier mort, c'est pas de dire un policier agressé, comme disait c'est un appel à la mort, c'est très différent. Et là, il trouve ça drôle. Vous avez un exemple flagrant de 2 poids et 2 mesures. Alors la question est, comme vous l'avez dit, un homme politique intelligent, qui est loin d'être amnésique, qui est sans doute l'homme politique le plus cultivé aujourd'hui, qui fait du 2 poids 2 mesures en toute connaissance de cause, à quoi joue-t-il, sinon à discréditer en permanence, quotidiennement, jour après jour, heure après heure, sa parole. Et on pourrait ajouter qu'il a porté plainte contre le cinéaste, l'acteur Olivier Marchal, qui comparaissait d'ailleurs aujourd'hui devant le tribunal pour injure publique et manifeste, c'est-à-dire qu'il ne supporte pas non plus quand la contradiction... Sa personne est sacrée. Déjà, le postulat de départ, c'est que sa personne est sacrée, on n'a pas le droit même de lui reprocher quoi que ce soit. Enfin, Jean-Luc Mélenchon, c'est très spécial dans la vie politique. Moi, ce qui me frappe, c'est que il y a 2 possibilités. Soit son discours, son propos est sincère, soit il est uniquement électoraliste.
les deux possibilités sont cumulatives. Dans les deux cas, il y a une chose qui est nouvelle, c'est que ce discours passe et les plus grands responsables politiques peuvent épouser ces théories-là, comme peuvent maintenant épouser des théories et défendre des théories antisémites. Et l'interprétation que moi je trouve particulièrement inquiétante, c'est que ça paye, ce discours électoralement paye, puisque la France Insoumise a des scores qui ont été en progression lors des dernières élections européennes. Et je termine simplement d'un mot là-dessus, et promis, Véronique, je vous cède respectueusement la parole. On écoutera Éric Coquerel aussi. Ce qui me frappe, dans un instant. Ce qui me frappe le plus, c'est que Jean-Luc Mélenchon est bien content d'avoir des policiers pour assurer sa sécurité et sa protection. Vous savez que quand tous les candidats à l'élection présidentielle qui sont assez bien placés dans les intentions de vote sont placés sous protection policière, c'est-à-dire qu'il y a une équipe de policiers qui systématiquement, il y a une équipe de précurseurs qui vient avant ses déplacements vérifier que tout est en ordre. Il y a des gens qui l'accompagnent, qui le suivent. Il a un chauffeur, une voiture avec gyrophare et tout ça. Et donc des gens qui sont à son service. Et ces gens-là qui sont à son service, mais je me dis, c'est complètement lunaire et c'est complètement amoral de pouvoir à la fois se satisfaire de la protection de la police quand lui-même est menacé et quand il est en pleine élection, en pleine campagne, être capable de tenir de tels propos aussi insultants sur des policiers dont il a tant besoin. Sachant, Véronique Jacquier, que l'hypothèse de voir Jean-Luc Mélenchon à Matignon, elle est toujours dans les tuyaux, en tout cas elle est évoquée. Je vous donne la parole tout de suite, mais on va écouter Éric Coquerel, justement, qui s'exprimait ce matin sur cette perspective de voir le leader des Insoumis à Matignon. Écoutez. Cette semaine, Jean-Luc Mélenchon a dit qu'il ne revendiquait rien, qu'il irait là où c'est utile, qu'il y avait y compris au sein de France Insoumise plusieurs personnes premières ministrables, dont moi d'ailleurs. Donc il a clairement mis les choses sur la table. Maintenant, mais il ne s'exclut pas de ce poste non plus. Pourquoi, d'un point de vue, pourrions-nous entendre le fait que, par exemple, Fabien Roussel s'imagine Premier ministrable ? Avec les scores qui sont ceux du Parti communiste, et que Jean-Luc Mélenchon, 22% il y a 2 ans à la présidentielle, qui n'est pas pour rien dans le fait que le nouveau Front populaire existe, que la gauche soit à nouveau au rendez-vous dans le pays. La personnalité la plus rejetée. Mais d'accord. Mais pourquoi voudriez-vous il estime que sa candidature ne serait même pas admissible? On l'entend, Véronique Jacquier, le cas Mélenchon divise bien évidemment au sein du nouveau Front populaire, mais après avoir dit qu'il était prêt à gouverner, il a assuré être candidat à rien. Peut-on véritablement le croire? Non, on sent que ça circule encore, cette hypothèse. Non mais comment croire en Jean-Luc Mélenchon? Souvenez-vous, après la présidentielle, la dernière présidentielle, il avait déjà fait un espèce de coup de jarnac en sortant du chapeau qu'il allait être Premier ministre, oui, pour cristalliser déjà les votes sur sa personne aux législatives. Donc c'est pas la première fois qui nous fait le coup. Moi, je trouve que il devient extrêmement dangereux. Et quand on met en avant, d'ailleurs, le fait qu'il est cultivé, je rappelle que les Khmers rouges étaient des gens extrêmement cultivés qui avaient tous fait leurs études en France. C'était des universitaires, ça les a pas empêchés de faire 2 millions de morts parmi leurs compatriotes. Donc franchement, moi, quand j'entends Jean-Luc Mélenchon et quand vous en parlez, comme vous en parlez d'ailleurs, en disant qu'il est capable de purge dans son parti, c'est dire ce qui attend le pays si on avait Jean-Luc Mélenchon Premier ministre tout de même. Maintenant, ça témoigne d'une chose, ce que dit Éric Coquerel, c'est que ultra-division au sein de cette gauche, ultra-division, et on sait que leur nouveau... Et malgré tout union, parce qu'ils réussissent à présenter un candidat unique dans chaque D'accord, mais ce n'est que du cynisme et de l'électoralisme, et qui ne sont même pas capables d'ailleurs de faire consensus sur la personne de Mélenchon. Une union jusqu'à quand? Qu'est-ce que nous observons dans ce Front populaire? C'est François Hollande, mais François Hollande, il est aussi à côté. Écoutez, ils ont déjà gagné. Oui, mais regardez, ils ont déjà gagné parce qu'ils ont réussi à s'unir, à s'entendre. C'est pas à s'unir, c'est à s'entendre. Vous m'avez coupé la parole. Oui, ils ont absolument pas grave. Mais non, moi, là où je voulais en venir, c'est effectivement aujourd'hui au Front populaire, on a un François Hollande qui a été chef de l'État, et puis il y a aussi des candidats dont les profils interpellent. Alors, le cas Reda Belkati, lui, il a été réglé, auteur de messages violents postés sur les réseaux sociaux il y a plusieurs années, insultes misogynes également, messages antisémites. La France Insoumise lui a retiré son investiture. Qu'est-ce que nous apprend Europe 1 aujourd'hui? Eh bien, Raphaël Arnaud, dont il a été révélé que le candidat a 3 fichesses de sûreté émises contre lui par 3 services de renseignement différents. Je le disais, Information Europe 1, le militant Antifa, qui a bien été condamné le 18 février 2022 par le tribunal correctionnel de Lyon à 4 mois d'emprisonnement avec sursis pour des violences en réunion. Il a fait appel, précisons-le. Il est donc présumé innocent, Louis Dragnel.
Oui, mais alors ce qui est précisé dans l'article de William Molinier, donc qui a révélé cette information, c'est que Raphaël, d'ailleurs il s'appelle pas Arnaud, c'est un pseudonyme, il s'appelle Raphaël Archenot. Raphaël Archenot a expliqué à ses détracteurs, si vous trouvez une condamnation dont j'ai fait l'objet, allez-y, dites-le, prouvez-le. Eh bien, la preuve est là. Il a été condamné. Voilà, donc effectivement, puisqu'il demandait, oui, mais on va vous répondre, il a fait appel, il est présumé innocent. Bien et ça, sûr, c'est une réalité. Bien sûr, voilà, mais il n'y a pas aucune condamnation, il n'y a pas aucune... si vous voulez, la justice s'est intéressée au cas Raphaël Archenot, a fait une enquête, il y a eu un procès, il a été jugé en première instance, mais il a été jugé et condamné en première instance. Donc, au vu du contexte, il semblerait que le bon sens guide de l'exclure, finalement, Véronique Jacquier. Non, mais Mathilde Panot avait dit elle-même qu'ils assumaient ce type de profil. Alors peut-être pas la condamnation avérée, mais en tout cas qu'ils assumaient ce type de profil, fichier S, complètement disruptif, et puis surtout prenant une violence là encore assumée. Pourquoi ? Parce que c'est le fonds de commerce de la France insoumise que de vouloir théoriser sur la violence politique. Donc j'ai presque envie de dire rien de nouveau sous le soleil. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que il a été parachuté dans la circonscription, première circonscription d'Avignon. Il a été parachuté, il a en face de lui un candidat de la gauche, soutenu d'ailleurs par le PS, par les communistes et puis par les écologistes. Et il y a aussi un candidat du Rassemblement national. Ça va sans doute profiter au Rassemblement national, finalement, toute cette histoire. Donc, affaire à suivre. On n'a pas encore totalement touché le fond, si vous voulez. On a encore un peu de marge. On va y aller, on y va tout droit. C'est toujours votre petite touche d'espérance, Vincent, que j'aime beaucoup. Attendez, on est déjà très bas, mais on peut aller encore plus bas. Attendez, on n'est pas au fond du trou, on peut encore creuser. Quand on voit le niveau et on va trouver du pétrole. Quand on voit le niveau général actuellement, non, sauf à être totalement idiot, on ne peut pas générer pour soi-même une forme d'espoir. Alors, notre ami Nathan Devers lève le doigt. Allez-y, mon cher Nathan. Moi, je suis très sage. Je respecte l'autorité du plateau. Je lève la main comme un petit enfant. Alors, je pense que dans cette Jacques Serret nous attend. De toutes les choses qui vont pas à la France insoumise depuis des mois, il y a un événement qui, pour moi, est le plus dangereux pour la démocratie. Je reviens sur cette décomposition de la démocratie. C'est quand Jean-Luc Mélenchon et d'autres ont commencé à insinuer, puis carrément à dire que les élections en France n'étaient pas régulières. Qu'ils ont fait sur des tweets qui sont extrêmement vus. Ils ont des comptes Twitter qui sont très suivis et ils sont très forts en communication sur les réseaux sociaux, qu'ils ont insinué cela, qu'il y a eu des services de fact-checking de journaux, de Libération, de Mémoire, qui leur ont dit ce que vous dites est faux et qu'ils ont continué à le faire. Et cela au lendemain du vote. Exactement. Certainement, il y aura le cas de contestation et c'est ça le danger. Nous sommes en 2024. Nous savons, on parlait des États-Unis tout à l'heure, nous savons quand dans une grande démocratie, quelqu'un qui est intelligent, qui est éloquent, qui commence à appuyer sur ce bouton-là, sans aucune preuve, nous savons aujourd'hui quels effets ça donne. C'est-à-dire la prise du Capitole à Washington. Oui. Qu'un responsable politique français fasse cela, et qu'il n'y ait pas immédiatement des gens qui disent, à l'unanimité, ça c'est extrêmement grave. C'est la ligne rouge de toutes les lignes rouges. Ça veut dire ça, on ne peut plus vivre en démocratie si on commence à faire ça sans preuve. Encore une fois, s'il y avait des irrégularités dans les élections en France, je serais le premier à le dire. Et l'actualité, on sera peut-être sauvé par une chose, c'est que Jean-Luc Mélenchon ne joue pas au golf. Alors, c'est la seule chose qui pourra nous sauver. On ne sait pas. L'actualité, vous pourrez en parler. Est-ce que Jacques Serret va en parler dans Europe 1 Soir ? J'en doute. Pourquoi pas, peut-être. Mon cher Jacques, Europe 1 Soir, qu'est-ce que vous nous proposez au programme ? Eh bien, écoutez, comme chaque vendredi soir, 2 heures d'infos, 2 heures de débat et 2 invités au programme d'Europe 1 Soir. Patrick Vignal, député Renaissance sortant à 19h15 et Nadia Hay, député sortant également Renaissance à 20h10. Rendez-vous à ne pas manquer, donc Europe 1 Soir, c'est tout de suite avec vous, mon cher Jacques Serret. L'actualité sur CNews, c'est votre rendez-vous du vendredi soir face à Philippe de Villiers. Il est là dans un instant avec Geoffroy Lejeune, le tout orchestré par Elliott Deval. Un joyeux anniversaire à l'Armée de l'Air, qui fête ses 90 ans à Versailles. Au-dessus de Versailles, oui, voilà. Et vous savez pourquoi au-dessus de Versailles ? Ils ont fait non. Alors, oui, parce que le siège historique de l'Armée de l'Air était en face du château de Versailles. On a toujours besoin de Louis Ragnel pour la précision. On a toujours besoin d'un Vincent Roy, d'une Véronique Jacquier et d'un Nathan Devers. Un grand merci à tous, merci de votre fidélité, merci à tous les quatre. Tout de suite, face à Philippe de Villiers, Europe 1 Soir sur Europe 1. Philippe de Villiers sur CNews. Très belle soirée sur nos 2 antennes. À très vite.